Changement de dernière minute, délai donné au chef du gouvernement. Demain, samedi, Matata Ponyo va plutôt répondre aux préoccupations pertinentes sur le projet de loi budgétaire lors du débat général déjà évoqué depuis le mercredi dernier. Ici à Kinshasa, budget 2013, un budget antisocial, ça fait débat en RDC. Alors, on va parler de ces sujets et tant d'autres sujets. Un autre sujet d'ailleurs intéressant, c'est celui de l'élection du gouverneur de la province orientale et d'un autre dans le Bas-Congo. Échec de la majorité sur ce plateau. Nous avons les invités de la majorité. Papi Tamba, vous êtes de la majorité. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Crispin Ngoï, député national, vous êtes de la majorité. Bienvenue. Merci. Monsieur Yamba Yamba, vous êtes de la société civile, force et neutre. Bienvenue. Merci. Et Maître Zachary Kenda, vous êtes de l'opposition, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la toute première question, c'est cette spéculation. Le budget 2013 serait-il antisocial pour vous, l'UDPS? Pas seulement antisocial, merci d'abord pour la question et merci surtout pour votre invitation. Pas seulement antisocial, mais c'est en contradiction même avec le mot d'ordre, avec la campagne que M. Kabila a menée dans ces pays. Vous vous rappellerez qu'il a décidé de porter la RDC vers un pays émergent. Et ils ont parlé de la révolution de la modernité. Et avoir ne fût que ces deux aspects, vous savez que ça vous demande des fonds énormes, c'est-à-dire que le pays sera doté d'un budget terrible, conséquemment porté à cette hauteur. Mais dommage que il y a une année, M. Mouzito a amené un budget de 8 milliards et qui n'était même pas surdoué. Et une année après, on surgit par un surdoué avec 7 milliards. Je ne sais pas, qui dit vrai? Est-ce que nous allons atteindre, il y a vraiment révolution de la modernité? Est-ce que réellement nous allons être émergents d'ici là? Ou c'est le gouvernement qui fait le contrepas, qui vient tromper et qui vient couper les ambitions du président Kabila? Donc vous voyez que c'est un budget de misère tout simplement. C'est un budget qui va jeter encore une fois de plus des enseignants dans la rue. Nos enseignants sont encore dans la rue. Bientôt ils vont encore marcher. C'est un budget qui amène encore les médecins à vivre avec des ristournes. Aujourd'hui, les médecins vivent des ressources 73 000 francs congolais par mois. La majorité présidentielle. Est-ce que Matata Ponyo n'est pas réaliste en présentant la réalité de son budget? Oui, le peuple est tellement habitué à être menti avec des expressions. Vous savez, le français, c'est pas notre langue maternelle. Et on dit habitué, on dit taux de croissance 7,5. Et quand on voit maintenant ailleurs, quand le taux là est très élevé, on voit les impacts sur le terrain. Mais ici, chez nous, le taux est très élevé, mais la misère est tellement trop bas qu'on ne sait pas comprendre ce qu'on veut dire. Moi, j'aurais souhaité qu'ils disent ça en lingala et à Tilva, à l'Iswedi, au peuple congolais, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que quand on parle en français, qui est une autre langue, les gens n'ont pas tendance à bien comprendre. Donc, je disais qu'on va laisser les magistrats mécontents, les tristes sorts, sans bureau, entassés dans des bureaux comme des sardines, et pourtant sont des fonctionnaires très importants. On dit que la justice élève la nation. C'est sur la justice qui doit reposer toute une nation. On va les laisser encore vraiment dans la rue. Les fonctionnaires, les prestigieuses et prestigieuses personnes, on va leur donner encore, cette fois-ci, un poulet pour 6 fonctionnaires. Donc, vous voyez que c'est un budget véritablement de misère et que je demanderai à l'Assemblée, c'est peut-être la fin de la fin, qu'on puisse rejeter tout simplement cela. Mais dommage que les institutions sont dirigées par des... Juste à vos côtés, un député national, il est de la majorité, Crispin Ngoï. Est-ce que vous, députés de la majorité, allez-vous adopter ou faire passer un budget jugé par la majorité de la population antisociale? Écoutez, je crois que maintenant la République démocratique du Congo est en train d'évoluer. Vous avez suivi à l'Assemblée nationale comment les débats étaient houleux. Les débats étaient houleux, pourquoi? Puisqu'on veut remettre à notre population quelque chose de très bon. L'Assemblée nationale a constaté d'emblée que le président de la République, qui avait décrété que ce mandat, le quinquennat, devrait être un quinquennat du social. Donc tout le monde avait les idées orientées vers le social. Effectivement, lorsqu'on a fait le gros document du budget, on n'a pas vu le social là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle social? Ça veut dire que le peuple devrait changer de mode de vie.
On devrait changer la manière de manger, même si ce n'est pas à l'extrême, mais une certaine amélioration. On devrait changer la manière d'éduquer nos enfants. Les enfants devraient aller à l'école, une bonne manière. Et on devrait changer l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès aux soins de santé. C'est dans ce sens qu'on attendait. Mais le Premier ministre, quand il est venu, apparemment, il n'a pas vu les choses sous cet angle-là. C'est ainsi que l'Assemblée nationale, vous avez vu comment les débats étaient houleux, a tendance à le remettre sur le chemin. Pourquoi? Puisque qu'est-ce que nous attendions? Vous savez que bien que nous sommes dans un pays qui a beaucoup de problèmes, ce n'est pas par bâton magique ou en un jour que nous allons améliorer toutes les situations. Ça ne sera pas ça, ça serait de l'utopie. Ce qui est réel, quoi? Il fallait que le Premier ministre puisse, touchant tous les paramètres, le pays a beaucoup de paramètres, touchant tous les paramètres, il devrait nous indiquer un seul paramètre sur lequel il devrait s'appliquer. Dès que ces paramètres déclenchés, automatiquement, il y aurait les effets d'entraînement sur l'étendue de la République qui pouvaient facilement déclencher le bien-être. Parmi ces paramètres, moi, je peux proposer, je me disais... Rapidement, vous avez encore quelques secondes. Voilà, vous savez que ici, dans notre pays, premièrement, il faut que les gens mangent. Les gens doivent manger comment? Ce n'est pas le manger qui manque. C'est-à-dire que le manger s'est éparpillé dans les différents coins de la République, mais les centres de consommation posent problème d'accès. Est-ce que c'est pas l'effort avec la réhabilitation des routes? Oui, mais la réhabilitation des routes, c'est là que je voulais citer, qu'il a encore fait une gaffe, puisque dans le budget, il a prévu la réalisation de 815 km. Mais 815 km sur le nombre de kilomètres que nous avons sur la République, je vous informe que rien que pour relier la province de Kassai-Oriental à la province de Maniema, vous avez déjà 450 km. Or, cette route n'existe pas, la nationale numéro 2 n'existe pas. Si on raflait déjà les 450 km pour relier Mbujimaï à Maniema en passant par Kabinda, il va rester moins de 400 km. Où est-ce qu'il va foutre ces 400 km? Nous, on pensait qu'il devrait concentrer l'effort de son budget sur la réhabilitation des infrastructures de transport qui devrait déclencher automatiquement. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Papi Tamba, également, vous êtes de la majorité. Oui, mais je n'ai pas répondu à la question. Ah, exact. Vous avez déjà dépassé le temps. La parole, on doit l'équilibrer à l'opposition. Ok, je répondrai si vous me remettez. Et à la société civile. Papi Tamba, vous êtes de la majorité. Budget antisocial? Non, écoutez, je pense avoir une lecture assez différente. Moi, il y a des choses que j'aimerais bien voir dans ce budget. Sauf que je suis congolais et je vis en République démocratique du Congo qui a les mêmes problèmes que d'autres citoyens. Je dis je suis congolais, je vis en République démocratique du Congo avec les réalités de mon pays qui a une histoire, qui a un parcours. Vous savez, pour une population, M. Mathieu, estimée à 70 millions d'habitants, lorsque aujourd'hui nous disons que 3/4 de la population congolaise vivent avec moins de $1 par jour. S'il faut les ramener au strict minimum de 1 milliard, de $1 par jour, je dis bien strict minimum, nous devons déjà avoir un budget de 21 milliards de dollars. Je dis bien c'est le strict minimum. De ce qui voudrait dire qu'avec le strict minimum... Un budget au seuil de la pauvreté. Même pas en deçà du seuil de la pauvreté. C'est pour dire des stricts minimum. Nous devons déjà avoir un budget de 21 milliards. 7 milliards, c'est divisé encore par 3. Nous aimerions avoir d'autres chiffres. Malheureusement, c'est ça la réalité de la RDC. Ce n'est pas de venir présenter des chiffres qu'on n'atteint pas, mais il faut, en présentant les chiffres, mettre en place toute une politique, que ce soit fiscale et toutes les autres politiques conjuguées, pour mobiliser les recettes nécessaires. Et je pense que c'est ce qui est important pour notre pays. Or, il s'avère que notre pays, depuis un certain temps, a fait le choix de la réalité. Nous sommes en train de reconstruire notre pays sur base de la réalité, de ce que nous disposons et de ce que nous avons. Maintenant, ce budget-là, par rapport à certaines faiblesses qu'on peut déceler, peut essayer de recourir à certains paramètres qui sont aussi reconnus aujourd'hui, de ce qu'on appelle les investissements directs étrangers plutôt, qui peuvent permettre maintenant un système de cadrage macroéconomique pour encore aller vers la stabilisation. Et ce n'est pas un danger que nous avons produit des anciens budgets qui reposaient sur l'aide extérieure à 50%. Je n'ai pas dit que les budgets reposent sur l'aide extérieure. Quand je parle des investissements directs étrangers, je suis en marge du budget. Exact. Je suis en marge du budget, c'est pour maintenant essayer de les renforcer. Donc malheureusement, comme je suis en train de vous dire que ça c'est la réalité de mon pays. Et par rapport à cette réalité de mon pays, on ne peut faire que la politique de nos moyens. Donc moi, je considère que c'est un budget de transition vers les jours meilleurs.
il faut savoir d'où nous venons. On vient quand même de quelque part, 350 millions en 2001, 7 milliards en 2011 ou en 2012 plutôt. Toujours insuffisant. Toujours insuffisant. Et je vais vous dire que lorsqu'on atteindra encore 21 milliards, ça sera toujours insuffisant. Je vous l'ai dit. Lorsqu'on atteindra encore 50 milliards, ça sera toujours insuffisant. Ça sera toujours environ $2 par personne. Donc, pour dire quoi? Donc, c'est pour dire que le plus important dans cela, c'est quelle volonté politique que nous devons mettre maintenant, au-delà même des mécanismes budgétaires, qui doivent toucher maintenant le quotidien du peuple congolais. Exactement. Et peut-être c'est ce dont nous pouvons parler tout au cours de l'émission. Alors, la société civile, je vous repose la même question, budget antisocial, mais avec l'introduction de la deuxième question, vraiment, est-ce qu'il y a d'efforts de sortir du trou, même si on a été à 2000, à 300 quelques millions, et aujourd'hui à 7 milliards de dollars, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir l'élément du trou? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Merci d'abord pour la pertinence de la question. Il faut dire que le budget de 7 milliards, c'est effectivement la photographie de la situation réelle de notre pays. Et on ne peut faire que la politique de ce moyen. Mais attention, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, il y a des risques d'avoir des résultats que l'on ne connaît pas. Et là, on risque d'apprêter des chemins, parce qu'on ne sait pas où l'on va. C'est très important. Chers journalistes, vous savez que le Congo, c'est un grand pays. Très grand pays. 5 fois la France. 12 fois le Japon. J'allais dire 80 fois la Belgique. La Belgique. Plus de 50 fois... 220 fois le royaume de Luxembourg. Et donc, nous sommes une grande nation. Attention. Lorsque je comprends une commune aux États-Unis comme au Gomiri, 4 milliards de dollars de fonds mobilisés internes, pas l'argent de la fédération. Lorsque je prends une province comme Fürth en Allemagne, 9 milliards, mobilisation, moyens internes, etc. Écoutez, lorsqu'on est en situation d'un pays en situation de crise, il faut des leaders. Et lorsqu'on est leader, ça dit qu'on est capable de déplacer les montagnes. Là où les gens trouvent que c'est difficile, vous êtes capable d'avoir des imaginations qui vous permettent de pouvoir trouver des solutions correspondantes. Mais il y a un gouvernement de technocrates. Bien entendu. Et c'est là justement qu'il faut apprécier la performance du gouvernement des technocrates. Aujourd'hui, il faut comprendre le gouvernement. Parce que l'histoire de notre pays, l'histoire de nos ancêtres a focalisé sur la cueillette. Vous savez, lorsqu'on part à la chasse, soit on ramasse les chenilles, on ramasse les champignons, etc. Et ça nous a beaucoup aidé dans la domestication d'une culture de cueillette. Et lorsque on regarde par exemple l'argent qui entre dans notre pays, et ça c'est la douane, les impôts, etc. Et quand vous lisez l'ordonnance du président de 2004 et l'arrêté interministériel de juin 2006, il y a beaucoup d'actes générateurs de recettes. Chers frères, lorsque vous voyez autour de la mobilisation de moyens, on n'est pas à 10% de ce qui représente le potentiel de mobilisation de recettes. Première chose. Deuxième chose, il est très clair que les moyens disponibles sont volatilisés à 95%. L'argent entre dans les poches des privés. Ça, c'est une littérature très abondante et récente. Et donc, les 5% qui entrent dans les trésors ne bénéficient qu'à 1%. C'est très clair. Et donc, lorsqu'on est en situation où on a une population très pauvre, on a autant de défis réalisés, je crois qu'il faut de l'imagination. Et l'approche gouvernementale, c'est une approche fondamentalement sectorielle, une approche parcellaire qui base l'action sur l'économie. Or, l'économie aujourd'hui est en interaction avec les différents sous-systèmes. Et lorsque vous voulez faire de l'économie, la macroéconomie, et quelqu'un l'a dit aujourd'hui, que voilà, 7%, etc., on ne ressent pas ce que cela représente en termes de réflexion sur notre peuple, etc. Et c'est ça justement cette approche court-termiste, qui consiste à croire que bon, on a augmenté les statistiques et ça a une répercussion. Attention, attention, la croissance économique ne dit pas immédiatement la croissance sociale. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, on a besoin de mobiliser des recettes. Et là, il faut organiser le pays, il faut restructurer le pays. Le Congo, c'est une masterdote, je vous l'ai dit. Mais écoutez, comment on peut arriver à booster le développement simplement avec l'action et l'impulsion seulement de Kinshasa, dès lors que la Constitution a reconnu, dans son article 3, la décentralisation.
Je vous ai dit que la France a 36 000 communes. Vous ne pouvez pas imaginer l'Allemagne, qui est moins que la province de l'Équateur, a 16 127 communes. Et chaque commune est autonome. Chaque commune a un programme. Chaque commune a un budget, a la capacité. Et il y a émulation. Et on booste la République. Alors le gouvernement de la République veut croire que, quelqu'un disait qu'il y a trop de surdoués, il semble qu'en étant surdoué, on est capable de couvrir l'ensemble de la République. Or, lorsqu'on regarde le budget, il est sans ambition, il est sans imagination, il est sans créativité. Et c'est cela le danger. Vous ne vous contredisez pas en disant que ça reflète la réalité du pays. Matata ne pouvait pas faire autre chose que ça. J'ai dit, Matata pouvait davantage avoir la créativité. Regardez, moi j'étais au Nord Kivu. Lorsqu'on a arrêté l'article 175 de la Constitution qui demandait la rétention, la retenue à la source, on est parti de $1200 en termes de moyens internes de mobilisation des recettes mensuelles à 5 millions de dollars chaque mois. Mais lorsque Kinshasa n'a pas rétrocédé, on ne va pas citer les noms des gouverneurs des provinces. Ça veut dire que... S'il vous plaît, le timing est déjà dépassé. Merci on revient à vous. Sur le même sujet, deuxième série de questions, c'est de savoir, qu'allez-vous proposer, parce qu'il y a encore quelques heures, la commission y travaille à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il faudra faire? Hier, 8 milliards, aujourd'hui 7 millions. Dans quel secteur on doit plus se focaliser? Je commence par vous, la majorité. On ne va pas rejeter le budget présenté par le Premier ministre Matata. C'est déjà l'avis de la majorité? Pardon? C'est déjà l'avis de la majorité? Non, d'une manière générale, on ne va pas le faire puisqu'il y a la commission parlementaire chargée de l'ECOFIN qui va encore retravailler ce budget. Lorsque nous attendons qu'ils nous amènent les réponses, ils vont nous amener les réponses et on va envoyer ça à la commission économico-financière qui doit encore retravailler davantage. Vous savez qu'en 2012, la recette était très faible. Les recettes, il avait prévu 7 milliards, on a réduit à 6 milliards 900 au niveau de la commission économico-financière pour tenir compte de la réalité. Mais quant à la mobilisation, il n'a mobilisé que 51%, ce qui est totalement insignifiant. Alors, il faudrait que le Premier ministre puisse au moins comprendre qu'il a une lourde tâche, il a une charge lourde, c'est-à-dire la charge de voir très loin et de faire appliquer la décision du chef de l'État d'améliorer le social dans notre pays. Apparemment, il n'a pas les moyens. Non, mais les moyens, c'est la tête. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait surdoué. Les moyens, c'est la tête. Il faudrait créer des moyens. Il faudrait imaginer, l'argent ne manque pas. Et d'ailleurs, vous avez suivi certains députés qui ont fait des révélations. Il y a beaucoup de ponts qui sont éparpillés sur la République où il y a des péages. Mais cet argent de péage, on ne le voit jamais. C'est-à-dire quoi? La capacité de mobilisation est faible. Il faudrait que le Premier ministre soit permanent. Il doit faire travailler le ménage pour mobiliser les recettes. Puisque 51%, soyez convaincus, c'est insignifiant. Par rapport à 7 milliards. C'est-à-dire sur 7 milliards, il nous présente 3 milliards. Non. C'est-à-dire qu'il y a une capacité très très faible de mobilisation. Il faudrait qu'il puisse faire travailler le ménage pour atteindre au moins même 90% de mobilisation et à ce moment-là, bien dispatcher cet argent, puisque le problème n'est pas tellement les chiffres, le problème c'est le dispatching. Et quels sont les secteurs qui seraient prioritaires? Mais les secteurs sont beaucoup plus simples, je vous ai parlé. Je vous ai dit que le manger ne manque pas dans la République. Vous allez à Bumba, vous trouverez tant de riz. Vous allez à Ngandajika, vous trouverez tant de maïs. Vous allez à Kabinda, vous trouvez tant de manioc, tant d'arachides, tant d'haricots. Vous allez à Lodja, vous avez tant de maïs, tant de bananes. Mais tous ces produits ne savent pas atteindre les grands centres de consommation pour la simple raison qu'il n'y a pas les infrastructures de transport. Donc le seul élément, c'est mon avis, pour booster l'économie du pays, il faut d'abord ouvrir toutes les routes, même si on ne les asphaltait pas, mais qu'on les rende d'abord praticables. Vous êtes ancien des 5 chantiers. Oui, effectivement. C'est pourquoi il faudrait que le Premier ministre, ça ne sert à rien de faire les saupoudrages. Prenez le peu que nous avons, mettez sur les infrastructures, ne les asphaltez pas, ouvrez-les d'abord, permettez la circulation, que les produits agricoles se déplacent, partent des centres de production vers les centres de consommation, les produits manufacturiers quittent les centres de consommation vers les centres de production, et la vie sera boostée, et l'économie est partie, et la meilleure vie. C'est à ce moment-là, après, quand les gens auront mangé, que nous allons voir les problèmes d'eau potable, que nous allons voir les lots d'électricité. Puisque l'électricité ne sera restée si les gens n'ont pas mangé. Ah voilà, on y va. Alors, la parole à M. Zakari, à Maître Zakari, vous êtes de l'opposition, appelé à être de l'opposition constructive.
qu'est-ce que le gouvernement ferait? Quels seraient les secteurs prioritaires? Oui, mes propositions, c'est de demander d'abord à la majorité présidentielle d'être modeste. Ils auraient pu sanctionner le gouvernement. D'abord, oui, de les sanctionner. Parce que vous vous rendez compte tout de suite là qu'à entendre les analyses qui sont les miennes, j'ai fait leurs analyses comme les miennes. C'est une situation actuelle de la RDC. Mais je sais que je refuse à la différence et qu'on demande aux Congolais d'être des abrutis et rester à ce stade. Ce pouvoir est vieux de 11 ans. Vous parlez comme si vous venez d'arriver au pouvoir aujourd'hui. C'est comme si les élections de 2011 vous ont apporté au pouvoir. Alors que vous êtes un vieux pouvoir de 11 ans. Et 11 ans, la même chanson. Mouzito a présenté un budget. Vous avez donné même les superlatifs de toutes les qualifications possibles. Et aujourd'hui, vous revenez encore avec d'autres termes. Moi, je crois que la majorité, pour éviter la contrariété avec le président Kabila, qui veut émerger le pays. On va émerger le pays avec des plaintes, avec 7 milliards de dollars. Donc c'est une contradiction flagrante. Et vous voulez que l'opposition fasse quelle proposition concrètement? La seule proposition, c'est de vous assumer, de prendre votre responsabilité et de faire tomber le gouvernement. En termes de mobilisation, on va mobiliser le 52%. Comment? Le peuple congolais dans sa grande majorité, chômeur. À 99% chômeurs. Or, on connaît que les recettes pour un État, c'est l'impôt. L'impôt est la source de revenus pour chaque État. Or, le peuple congolais ne paye pas l'impôt du fait qu'il est chômeur. Et ceux qui travaillent les 1%, il faut semblant d'être payés. Et quel salaire? Et les détournements même, où vous avez dit, les portes des prisons seront grandement ouvertes. Ça, vous n'en tenez pas compte. Et vous venez encore pour droyer le peuple congolais. Vous voulez berner encore le peuple congolais. Qu'on vous donne encore combien d'années pour que nous arrivions à 21 milliards. Ici, nous sommes sur les budgets. Mais je parle du budget. Je parle du budget. La globalité du budget, c'est un budget de misère, de kwashiorkor. On a envoyé les enfants au chômage. On a envoyé nos enfants à la mort. Je vous ai dit que les médecins vivent des ristournes. Je vous ai dit que les enseignants sont dans la rue. Les fonctionnaires bientôt vont donner. On connaît le salaire des enseignants, des professeurs. C'est au-delà de 1500 $ dans la République démocratique du Congo. Félicitations à l'autre. Et j'aimerais que ça vienne d'eux. Si c'est 1500 $, ça vient d'eux. Mais je sais que c'est faux. Ils n'ont pas ce salaire-là. C'est une situation de misère. Le budget est venu pour achever la République. Donc, comme on le disait, le Premier ministre n'a pas la capacité de créer pour avoir l'argent. Il y a de l'argent. Est-ce que vous vous rappelez du rapport du président du Sénat, Kengwandondo, qui a parlé de 50 milliards de $, qui se volatilisent chaque jour. Est-ce que vous vous rappelez de la commission Lutundola? Vous vous rappelez de la commission Bakandeja? Toutes ces commissions-là, est-ce que vous montrez même la volonté de mettre ces gens-là en accusation, ne fût-ce que pour donner l'orthodoxie, pour donner la paix aux autres fossoyeurs de la République? Mais non, mais vous venez toujours ici, non, c'est la situation de la République, c'est le moment où nous sommes, mais la République doit demeurer comme ça jusqu'à combien de temps? Et la position de l'UDPS, c'est de demander aux députés de sanctionner le gouvernement. Non, mais cela relève du bon sens. Ah, voilà, même n'importe quel Angolais le demanderait. Même n'importe quel Tchadien le demanderait. On va vous demander de demander. Monsieur le député, heureusement que vous êtes autour de cette table. S'il vous plaît, n'ayez pas déjà cette position. Faites tomber ces gouvernements, c'est plus que pour votre crédit. Et c'est pour le crédit de votre autorité. Alors, Papi Tamba, vous êtes de la majorité. Quel serait, s'il vous plaît, quels seraient les secteurs prioritaires? Avant de répondre à votre question, M. Mathieu, permettez-moi un peu de revenir sur un certain nombre de choses que j'ai essayé d'apprendre ici. Vous avez 4 minutes. Tout à fait. Il y a mon ami à côté qui a essayé de faire une démonstration, mais on n'est pas à l'université. La vraie vie, c'est celle que nous vivons. Et je suis en train de vous dire que j'aimerais, en tant que Congolais, avoir d'autres chiffres. Malheureusement, notre pays a une histoire et notre pays a un parcours. Et je vous dis qu'aujourd'hui, nous parlons de 7 milliards. Ma foi, c'est déjà un débat qui 10 ans avant était un débat de 350 millions. Si nous ne voulons pas considérer cela, non, je vous dis que c'est multiplié par 10. Si nous ne devons pas considérer, non, même pas par 10 fois 20. Si nous ne devons pas considérer cela, si nous ne devons pas considérer cela comme étant une avancée, je me pose la question, qu'est-ce qu'on appellerait par avancée comme définition? Je ne suis pas en train de dire ici que le budget que nous avons, 7 milliards, c'est le budget du ministère de la Justice en France. Je ne suis pas en train de dire qu'il est suffisant. Je suis seulement en train de dire qu'on ne peut pas continuellement, ou même pas continuellement, on ne peut pas tricher avec les chiffres. On ne peut que faire la politique de ces moyens. Et c'est pour autant dire que dans un contexte extra-budgétaire, il n'y aurait pas moyen de créer des secteurs de cadrage macroéconomique, et c'est là que le génie peut intervenir
pour maintenant travailler dans le sens de l'amélioration de la situation de vie de nos concitoyens. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Les génies ne peuvent pas être dans des recettes imaginaires. On parle de certains rapports ici. La question que je me pose seulement, parce que beaucoup de gens aiment en parler, elles sont des rapports qu'ils ont lus. Est-ce qu'ils connaissent les termes ou les conclusions de ces différents rapports, ne serait-ce dans leur contenu? Les rapports de Tundu, là, qu'on nous essaie de nous citer ici, est-ce que les gens essaient de lire les termes de ces rapports qui avaient pour fondement certaines choses où on sent que tout a été politisé? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est ce que je suis en train de vous dire. Au lieu de parler de ces différents rapports, tenons seulement compte de la réalité. Qu'est-ce que le chef de l'État avait déclaré le 20 décembre, le jour de l'investiture? En 2011. En 2011. Lorsque nous savons qu'un pays comme le nôtre, c'est un pays qui repose sur une bonne partie dans ses ressources minières, par exemple. Le chef de l'État lance l'idée des réformes dans ces secteurs dans les années à venir, peut-être pendant ce quinquennat, pour que les bruts congolais ne soient plus exportés et que tout brut soit transformé à l'intérieur, au niveau du pays, pour encore booster encore notre économie. Moi, je pense que ce sont des initiatives qui n'ont pas besoin d'être inscrites dans le budget pour être mises en place. Ça, c'est une politique qui n'a rien à voir avec le budget une fois mise en place. Savez-vous comment nous pourrions atteindre certaines ambitions? Donc nous ne sommes pas ici, nous pourrions tous essayer d'expliquer c'est quoi les budgets, c'est pas. Non, moi je vous parle de la vraie vie. Maintenant, en ce qui me concerne, et je pense que mon ami à côté aussi l'a dit, et je suis d'accord avec lui, moi je pense qu'il faut mettre un peu plus d'intelligence dans la compréhension même de la décentralisation. Lorsque nous parlons social, on veut les limiter aux besoins de base des centres de consommation. Mais je vais vous dire une chose. C'est que la base rurale aussi, non, la base rurale aussi constitue bien entendu le peuple congolais. Exactement. Et on a exactement dépassé. Terminez votre phrase, ça ne serait pas propre. Non, merci beaucoup. Ce que je voulais seulement dire, c'est que les besoins sociaux des bases ne sont pas les besoins sociaux uniformes et unanimes selon chaque coin. Donc lorsque nous parlons maintenant du social, nous ne devons pas seulement, et là j'essaie un peu de contredire mon ami en face, l'honorable, qui ne parle que des routes, par exemple, pour ouvrir un secteur, pour parler de manger. Il y a des gens qui vous diront que moi, dans mon village, je n'ai pas de problème pour manger, j'ai les maniocs, j'ai tout ce qui s'ensuit, mais j'ai peut-être d'autres problèmes. Voilà, la santé, l'éducation et consorts. Alors la société civile, on a vu pour la réforme du bureau de la CENI à la société civile qui a monté au créneau un budget antisocial présenté. Quelle est la surprise que nous pouvons entendre de la société civile? Je voudrais simplement dire que lorsqu'on est en train de faire le débat, l'idée c'est que le Congo c'est notre village, c'est notre plantation, c'est notre église. Il faut apporter ce qu'on peut apporter pour que les choses s'améliorent. Parce que le discrédit sur le Congo, c'est le discrédit de l'ensemble de notre peuple. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes en train là de rechercher comment mobiliser des moyens pour qu'on puisse répondre aux préoccupations de notre peuple. Il n'y a pas longtemps, un panel de professeurs d'université ont réfléchi sur l'état de la situation, comment générer des moyens, comment augmenter les budgets. Il s'est révélé que lorsqu'on arrête la corruption en proportion de 30%, on est capable, une année après, d'aller jusqu'à 55 milliards de dollars dans notre pays. C'est très important. C'est un panel de professeurs bien crédibles qui, visiblement, sont arrivés à ce genre de conclusions. Troisième chose, il faut comprendre que le poids d'un sous-continent comme le Congo ne peut pas reposer simplement à un seul centre d'impulsion que le gouvernement central. Ah, voilà. Et il faut une répartition des rôles. C'est comme ça que les constituants avaient déjà arrêté 3 niveaux. Le niveau national, le niveau provincial et le niveau local. Il faut donc aller dans cette direction pour responsabiliser les locales, à faire le développement local, les provinciales à faire le développement provincial et le national. Et là, il y a une répartition des compétences, il y a une répartition des ressources, il y a une répartition des charges. C'est très important. Et lorsqu'on bloque cette dynamique, on se bloque soi-même. Troisième chose, il faut chercher ce qu'on peut appeler le point d'amplification. Le point d'amplification, ce sont des secteurs pour lesquels, lorsque vous vous appuyez, ça a des effets d'entraînement sur les autres. Quelqu'un disait tout à l'heure, les infrastructures routières. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, il y a un potentiel. Un potentiel de 145 000 km. On a prévu 815. Et nous avons 88 000 km de routes et de dessertes agricoles. Nous avons 3 500 ponts. Nous avons 1 500 bacs. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le budget, vous avez l'impression qu'on n'est pas très préoccupé par rapport à ça.
on laisse plus la responsabilité aux partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, etc. Il faut que ça s'arrête. Il faut que quelque part, qu'on puisse justement prendre les choses au sérieux. Vous me pourchassez, mais je voulais simplement vous dire que... On est vraiment à la fin de la session. Donnez-moi une minute comme vous l'avez donné à mon collègue. Et donc, le secteur agricole. Lorsqu'on a accédé à l'indépendance, nous avions 44% des recettes d'exportation en devises provenaient du secteur agricole. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le budget, on n'est pas au-delà d'1%. Et le peu d'argent qui a été alloué, j'ai commencé à voir à la télévision